Retour sur le plateau Equinox. Nous sommes repartis, madame, monsieur, pour la deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos deux invités, Axel Ebé du PCRN. Nous répondons depuis Yaoundé et sur ce plateau à Douala, Maître Roland Diou. Et nous avons, pendant le journal de Cédric Noufelet, le 20h le plus attendu de la planète, nous avons reçu le message de Maître Barrister Achou qui s'excuse pour cette absence due à une urgence familiale. Barrister Achou qui devait être là sur ce siège pour affronter, on va le dire comme ça, Maître Roland Diou. Bonsoir une fois de plus, Maître Roland Diou. On commence par quoi? On fait un tour aux finances? Ça commence à faire beaucoup là. Trop de fonctionnaires, c'est compliqué là. Bon. Les emplois fictifs au Cameroun, c'est un serpent de mer. Ça fait plusieurs années qu'on dit combattre ce fléau. On a eu des CJPS à n'en plus finir, etc. Et c'est toujours la même. Moi, j'aurais aimé plutôt revenir sur l'actualité du fameux don. Vous comprenez pourquoi j'étais... Oui, j'ai listé, on va revenir. C'est un des points, on va évoquer. Je voulais qu'on commence par là. Bon, si vous avez fini, je peux... Bien sûr. Quand on reviendra, je pourrais m'exprimer sur le don. Parce que, comme je l'ai dit sur la question des emplois fictifs, je dois dire que c'est une réalité bien connue au Cameroun, contre laquelle on n'a pas encore véritablement trouvé... Qu'est-ce qui fait véritable problème, Maître Diou? Ah, mais écoutez... À mon avis, à mon humble avis, je crois qu'il y a plusieurs types de problèmes. Le premier type de problème la première catégorie de problèmes qu'on peut avoir, c'est l'organisation de la fonction publique elle-même. Oui. Vous savez qu'au Cameroun, on a cette technique-là qui consiste à dire qu'on suit le dossier. On n'a pas encore compris qu'on peut faire un saut technologique dans la manière de gérer les carrières. Donc c'est encore plutôt un peu manuel. Ça permet effectivement qu'il y ait beaucoup de tripatouillage. Si on avait choisi d'avoir vous voyez, il y a des multinationales qui ont un effectif comparable à ce que la fonction publique camerounaise peut gérer. Mais qui savent maîtriser leurs effectifs. Je parle là de multinationales. Donc, vous voyez que maîtriser ces effectifs, c'est possible. Il y a le Sénadi au Cameroun qui était conçu pour permettre d'apporter des solutions techniques de cet ordre-là. On ne sait pas très exactement à quoi ils servent finalement. Donc, vous voyez bien que de ce premier point de vue-là, il y a problème. Deuxièmement, et là, on est encore une fois au Cameroun, et vous savez que le Cameroun, c'est le Cameroun. Il y a très souvent des complicités, parfois haut placées, qui fait que on sait qu'il y a des emplois fictifs. D'ailleurs, parfois, quand ces emplois fictifs-là émargent, on ne peut pas toujours jurer que les complicités en haut lieu n'en profitent pas. Donc, mais je reste réservé parce que, vous savez, c'est quand même des accusations. Donc, il peut y avoir ce type de complicité-là qui encourage finalement les emplois fictifs. Parfois, on a des temporaires, des emplois d'un certain type dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils font dans la fonction publique, qui les payent, pourquoi, pour quel travail, etc. On a aussi des personnes qui ont parfois quitté le Cameroun, qui sont à l'étranger, mais qui continuent d'avoir leur salaire, qui passe à la fin du mois. Il y a toutes ces choses-là qui montrent vraiment que au Cameroun, on a de sérieux problèmes. Si on n'arrive pas à gérer ne serait-ce que son personnel, c'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise et vous ne savez pas qui est employé, qui ne l'est pas, vous débloquez chaque fin du mois un chèque pour payer les salaires, mais vous ne savez pas les salaires de qui est-ce que vous payez. Ok. Axel Ebé, depuis Yaoundé, 9000 agents suspendus, parmi lesquels les enseignants, des personnels médicaux et des douaniers. Alors que depuis de nombreuses années, on nous parle de l'assainissement du fichier sur l'État. Pourquoi aujourd'hui on parle encore? Aujourd'hui, on parle de 9000 suspendus. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je pense que de toute façon, je ne vais pas revenir sur tout ce que Maître Djemou relevait, parce qu'il a très probablement de temps sur les choses. Mais je pense que le problème ne sera jamais résolu tant qu'on n'ira pas vers la numérisation complète et la digitalisation donc, de notre administration. Parce que pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les administrations, dans nos administrations, on se retrouve souvent dans des endroits où
où il y a des piles de papier à gauche, à droite, et je sais de quoi je parle. J'ai constitué pardon, un dossier afin d'être candidat aux dernières élections. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les administrations. Quand on me dit quand j'arrive à Yaoundé 3 et qu'on nous dit qu'on a perdu des actes de naissance d'avant 1980 par exemple, je pense que forcément notre administration va souffrir de toute cette tare tant qu'on n'ira pas vers la digitalisation et la numérisation complète de notre administration. Donc bon, c'est bien beau de suspendre, mais je pense qu'il est temps de trouver des solutions concrètes et réelles pour notre État, du moins pour notre administration. Et la solution, c'est le digital. Voilà, je reste avec vous. Il y a ce don du chef de l'État en direction des 360 communes. Votre commentaire, à vous. Déjà, comme d'habitude, le don. Je ne sais pas trop ce qu'on met dans don. Parce que si, justement, on va débattre. Cette notion de don, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si déjà c'est un homme qui a réussi à faire un don aux 360 communes de Cameroun, c'est qu'il est quand même assez riche. Hein. C'est impressionnant à voir. Peut-être que tout à l'heure, en première partie, vous nous interrogez sur nos motivations dans nos collectes et dans les dons que nous aussi on veut constituer. Peut-être que lui aussi il a constaté la faiblesse de l'État et qu'il a décidé de venir personnellement en aide à l'État du Cameroun. Qu'est-ce que j'en sais? Bon, trêve de plaisanterie, je pense qu'il est peut-être temps déjà d'arrêter avec ce genre de qualificatif là. Et ensuite, bon, si je vous le disais tantôt, le plus important actuellement c'est l'humain. Si ces dons permettent de prendre en charge les Camerounais qui pourraient avoir à souffrir du Covid, bon, c'est déjà une bonne chose. Et j'espère qu'ils nous permettront à nous aussi de faire notre part, que chacun puisse faire sa part comme il l'entend et de la meilleure des manières possibles. Voilà, Maître Ndjebou, vous voulez justement revenir sur ce don? Oui, j'ai souri tout à l'heure quand j'ai entendu Axel Ebé. Il a eu une formule très ironique que j'ai bien aimée. Il faut être sacrément riche pour effectivement faire ce type de don pour tous les arrondissements du Cameroun. Mais lorsqu'on a abordé la question dans la première partie de l'émission, Monsieur Otou, j'évoquais que j'ai utilisé le qualificatif de prétendu don. Parce que lorsque vous voyez sa mise en œuvre, on ne sait plus très bien qui est-ce qui fait le don. On voit tout un ministre de la République se déployer pour distribuer le don d'un privé. Si on veut bien rester dans cette logique, c'est-à-dire que considérons... On parle du don du chef de l'État. Oui, le chef de l'État agit en qualité de chef de l'État, même de fait, ou alors est-ce qu'il agit en qualité d'individu? S'il agit en qualité de chef de l'État, il ne s'agit donc pas d'un don. Oui. Il s'agit de fonds publics. À partir de ce moment, elle a parlé de don, c'est une sorte d'escroquerie. Parce que ce n'est pas un don lorsqu'on ne peut pas vous offrir votre propre argent, Monsieur Otto. On ne peut pas vous dire qu'on vous a fait don de votre chemise. Ce serait quand même un peu curieux que vous acceptiez qu'on vous dise ça. C'est comme si vous m'avez donné votre chemise, je suis blanchisseur, vous me dites, lavez-moi cette chemise. Quand je finis de la laver, je dis, je vous fais don de votre chemise. C'est pas sérieux. Parce que les fonds, précisément, c'est nous, c'est le Cameroun qui met cela à la disposition de l'État. Ce sont nos ressources naturelles. Ce n'est pas la propriété d'un individu. Donc, s'il a pris ce qu'il offre dans sa cagnotte personnelle, alors oui, il s'agira d'un don, et non d'un don privé. Donc là, on parle du don de Paul Biya. De Monsieur Biya, effectivement. Oui. Et donc, ce ne serait pas différent d'un don de Monsieur Otou, de Monsieur Diou, etc. Mais j'imagine mal Monsieur Otou faire un don et l'armée transporter ce don. Je ne vois pas comment cela se ferait dans ce pays. Or, vous voyez, les camions de l'armée chargés
des cartons de savon pour aller les dispatcher dans les 10 régions, avec une cérémonie où on voit des gouverneurs, des ministres venir se charger de la logistique. C'est-à-dire que l'État du Cameroun est au service de la logistique d'un privé qui veut faire un don. On a vu des milliardaires faire des dons. C'est-à-dire que M. Jack Ma aurait pu lui aussi réquisitionner l'armée du Cameroun pour distribuer ses dons. Donc il y a cet amalgame là qui quand même est d'un mauvais genre. Mais restons sur les préoccupations essentielles. Gardons l'humain précisément au centre de nos préoccupations pour dire simplement que sur la forme, effectivement, on peut avoir ces éléments-là qu'on peut remettre en cause. Mais si ça peut aider, vous savez, même quand on critique la gouvernance d'un régime comme celui du Cameroun, un pont, une école de construite servira toujours. Ce n'est pas parce qu'on critique, ce n'est pas parce qu'on reproche à ce gouvernement sa façon de faire, sa médiocrité avérée, qu'on va refuser d'accepter qu'une école soit construite finalement. Donc, au bénéfice de ce que je viens de dire, oui, même si c'est une escroquerie sur le plan de la forme, si ça peut aider, que ça aide. Mais je vous fais observer que pendant que le supposé don de M. Biya est à l'œuvre, le fonds de solidarité, lui, il est tout à fait au point mort. C'est parce ce qu'il en est. On attendra peut-être de voir quel sera le déploiement logistique aussi de ce fonds de solidarité-là en son temps. C'est pour ça que nous disons que M. le ministre de l'administration territoriale doit vraiment se concentrer sur des choses importantes. Okay. S'il est l'agent logistique d'un privé pour transporter les dons, il faut qu'il le dise et que cela se sache. Comme ça, les privés, eux aussi, quand ils auront des dons à faire dans les contrées parfois reculées, comme au nord Makombe, voyez, pourraient demander à Tanganji, dans ces conditions-là, de réunir aussi toute la logistique qu'on a vue au service du don du privé Biya pour permettre à ces privés-là aussi de faire parvenir ces dons-là au cœur du pays. Maître Roland Dio, une question vraiment précise. Cameroun, initiative survival, comme vous l'appelez. Cameroun survit jusqu'à quand les contributions, au regard des chiffres que nous tous nous connaissons, est-ce que l'heure n'est pas à l'action déjà? Qu'est-ce qui est fait déjà par rapport à tout ce qui a été récolté jusqu'ici? Alors, sur la question de la gestion opérationnelle de l'initiative Survie Cameroun Survivor, je crois qu'il faut dire que, premièrement, actuellement, au moment où je vous parle, il y a des actions de préparation qui sont en cours. Je vais vous dire par exemple que s'il faut distribuer des gels, on ne va pas se lever du jour au lendemain et vous distribuer des gels, il faut qu'ils existent, il faut qu'ils soient commandés, les masques, il faut qu'ils soient confectionnés, etc. Donc c'est ce travail préparatoire-là qui est en train d'être fait actuellement. Et ce travail-là, pendant qu'il est en train d'être fait, n'empêche pas que les cotisations, que les contributions se poursuivent, comme nous pouvons le voir d'ailleurs au quotidien. Je crois que nous sommes à peu près à 680 000 euros de collectés. Lorsqu'on regarde la page, le site internet qui rend compte en temps réel de cela. C'est peut-être ce qui agace un peu certaines personnes parce que... Le montant dérange? Peut-être pas, je ne sais pas le montant qui, à mon avis, agacerait les gens. Oui. C'est la transparence, parce que vous savez très bien que lorsque vous utilisez les moyens nouveaux de collecte, les contributions sont visibles au fur et à mesure qu'elles s'agglutinent. Oui. Donc, il est difficile pour ceux qui ont ce genre d'initiative de mentir sur le montant après. Donc, il y a une transparence avérée au minimum en ce qui va concerner les contributions. Et donc, je pense, même si je ne suis pas la personne la plus indiquée, voyez-vous, pour parler de cette initiative-là, je pense qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait et que les premières actions concrètes ne tarderont pas à se faire voir dans les jours à venir. Justement, je pose la même question à vous, Axel Ebé, vos camarades qui ont décidé eux aussi de se lancer dans ces initiatives-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est déjà le temps de l'action?
Bon, oui, je pense que vous avez pu voir les descentes de terrain de mes différents camarades du PCAM, notamment Mohamed Kotsine qui était encore hier ou avant-hier dans le sud-ouest. Elle est passée dans le centre, elle a distribué masques, gel, fait de la prévention, évidemment. Il y a également les équipes du camarade Olivier Atimbop qui ont fait l'ouest, le littoral et le centre également pour installer des bonbonnes, pour se laver les mains, distribuer des masques, des gels et autres. Il y a l'honorable Biba qui se déploie dans la Sanaga maritime, l'honorable ici qui était à l'est et dans la Meufou Famba, et puis il y a l'honorable Njip qui est dans l'Union et bref, on essaye de se mouvoir du mieux qu'on peut. Je sais qu'il y a le camarade Ahmad Toukou Gandhi qui fait aussi des actions dans le maillot de Sanaga. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Bon, dans l'ensemble, il s'agissait surtout de faire de la prévention et de distribuer ce qui est entré dans le quotidien des Camerounais, c'est-à-dire du gel, du savon, de l'eau et bien sûr les masques. Donc, bon, pour répondre à votre question, nous sommes donc déjà sur le terrain et le plan de l'action est déjà mis. Ok, voilà, Maître Roland Guérouge, on reste sur cet aspect. Il y a le troisième point qu'évoque le ministre Paula Tangandji. Il dit, contrairement, selon la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990, relative aux partis politiques, article 10, il est formellement interdit à un parti politique de recevoir des fonds de l'extérieur. Est-ce que Initiative Survival reçoit des fonds de l'extérieur? Alors, si c'est même un parti politique. Voilà, il faut donc demander à l'auteur de la dite correspondance d'être un peu plus précis finalement. Il commence par s'attaquer à ce qu'il appelle une association illégale. Premier moment. Pour dans la suite rappeler qu'il est formellement interdit à un parti politique de recevoir des dons, des fonds de l'extérieur. Ça ressemble à du hors-sujet. Vous ne pouvez pas condamner l'association. Dans Cameroun Survie, le ministre voit le MRC. Vous savez qu'il peut voir beaucoup de choses dans cette initiative. Ce ministre voit beaucoup de choses que nous-mêmes ne voyons pas, parce qu'il y voit des dessins dont lui seul connaît la finalité. Donc, mais sur la question purement juridique, alors je crois que ceux du RDPC en particulier seraient très mal placés de donner une leçon sur l'origine des fonds que peut avoir un parti politique. Parce que, et ma mémoire peut me jouer des tours, si c'est le cas, je m'en excuse d'avance, quand même, le rapport financier du congrès, du dernier congrès du RDPC, de 2011, me semble-t-il, je peux me tromper encore une fois, annonçait qu'il y a eu un appui dans les caisses de ce parti-là d'un ami, d'un invité à ce congrès qui était le Parti communiste chinois. Et donc, si cet appui était effectivement financier, on peut se retrouver en train justement de violer cette disposition que monsieur le ministre invoque lorsqu'il s'agit du MRC. Donc, on est très mal placé, mais ça c'est pour aller même très loin, parce que je ne crois pas savoir que monsieur le ministre a la preuve que soit le MRC, soit l'initiative ont reçu dans leur compte Orange Money et MTN Mobile Money des fonds de l'extérieur. Ce qu'il ne vous dit pas en plus, c'est que la loi qu'il vise sur les partis politiques dit par ailleurs que les partis politiques reçoivent toutes sortes de dons et de legs de leurs membres. Il n'y a pas de précision quant à savoir si ces membres-là sont au Cameroun ou ailleurs. Il suffit que ce soit leurs membres. Donc, il ne peut pas se contenter de dire, comme il l'a dit, en tout cas, il ne peut pas se contenter de rappeler une partie d'une disposition parce que ça l'arrange. Le texte dans son entièreté règle les modalités de financement des partis politiques. Et donc, dans ces modalités-là, il y a qu'un parti politique reçoit des financements
par exemple à travers des cotisations de ses membres. Et vous n'allez pas empêcher à un parti politique de demander à ses membres de lui apporter un concours. Cela n'est pas objectivement acceptable. Cela n'est même pas raisonnable. Et donc, si on va de ce point de vue-là pour demander en plus la clôture de compte, je poursuis dans l'analyse de tout à l'heure. Finalement, monsieur le ministre demande la clôture. Du point de vue du droit, est-ce que c'est possible? Voilà. Du point de vue du droit, MTN et Orange peuvent-ils clôturer ça? Première précision, de quel compte donc sollicite-t-il la clôture? Est-ce qu'il sollicite la clôture de sa fameuse prétendue association illégale? Ou alors est-ce qu'il sollicite la clôture du compte du MRC? C'est une question qu'il faut poser à l'auteur de cette correspondance. S'il dit qu'il s'agit des comptes du MRC, alors est-ce qu'il peut demander, maintenant je réponds à votre question, la clôture du compte du MRC? Alors, encore une fois, nous sommes en plein dans le droit bancaire. Oui. Et monsieur le Minat n'a rien à y voir. Il a des pouvoirs. Peut-être que si en disant cela comme ça, il va se sentir heureux. Oui, il a des pouvoirs sur les partis politiques. Il a les pouvoirs sur les associations. Cela est vrai. Mais il n'a pas les pouvoirs. Il n'a pas de pouvoir sur les comptes de ceux-ci. Non. Il peut interdire même un parti politique. On avait interdit l'UPC à une époque dans ce pays. Il a le pouvoir d'interdire un parti politique. Il a le pouvoir de dissoudre un parti politique. Il a le pouvoir de dissoudre une association. Il a tous ces pouvoirs-là. Maintenant, quand il veut s'attaquer à un compte bancaire, il y a que cela ne relève pas de sa compétence. Ok, on va sortir rapidement avec Axel Ebé, Guillaume Kikbafori Soro, condamné à 20 ans de prison. Comment vous voyez tout ça? C'est pour le mettre hors jeu par rapport à la présidentielle qui a annoncé. Bon, alors déjà, je ne connais pas le fond du dossier. Je me garderai bien de me prononcer là-dessus, parce que rien cacher, franchement, je n'ai pas pris la peine de me prononcer là-dessus. Et pour être tout à fait honnête, j'ai d'ailleurs découvert l'information en suivant votre journal télévisé. Donc, franchement, je ne prendrai pas le risque de me prononcer là-dessus. Ok, merci Axel Ebé d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Bonne soirée à vous à Yaoundé. Bonne soirée. Voilà, sur cette question, pour vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, 20 ans de prison? Ah bon, comme mon copanéliste, je dois être prudent puisque nous n'avons pas accès aux éléments du dossier. Mais s'il faut faire une analyse distante de nature politique, il est quand même clair que quelques éléments nous apparaissent comme étant des éléments d'une bataille entre des camps qui s'affrontent en Côte d'Ivoire pour le contrôle du pouvoir. D'ailleurs, dans un contexte où une élection présidentielle qui s'annonce très disputée, parce que justement, il y a un renouvellement qui s'envisage dans les candidatures qui sont annoncées. Donc, sans se prononcer dans le fond du dossier, quand même des éléments permettent d'observer qu'il peut s'agir d'une tentative de neutralisation d'un adversaire politique. Je termine simplement avec une précision. Oui. Récemment, lorsque M. Guillaume Soro a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, il a pu saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a rapidement d'ailleurs, de notre point de vue, rendu une décision qui ordonnait la suspension de cette mesure par l'État de Côte d'Ivoire. La précision que je veux faire, c'est que nous sommes là dans un cas où la Côte d'Ivoire, comme une dizaine d'autres pays en Afrique, ont ratifié un protocole annexe au statut de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, permettant aux ressortissants de leur pays de saisir directement la Cour. Donc, ce protocole témoigne de ce que ces pays-là sont un peu plus soucieux du respect des droits de l'homme de leurs nationaux. Ce qui n'est pas le cas du Cameroun, qui n'a pas jusqu'ici encore ratifié ce protocole-là, ce qui oblige par exemple les Camerounais, lorsqu'ils veulent voir leur affaire portée devant les mécanismes judiciaires de l'Union africaine, de saisir d'abord la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui elle seule seulement in fine pourra, si elle juge opportun,
renvoyer la cause devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci, Maître Roland Diouf, d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir et c'est avec joie que j'accepte de venir. Voilà, merci aussi à Axel Ebé du PCRN qui est avec nous depuis Yaoundé, la capitale. Merci, madame, monsieur, de nous avoir une fois de plus accordé votre confiance. 2h, 19h, 21h. Bonsoir, la diaspora de Belgique.